Bonsoir Milena, bonsoir Bonsoir. Marine, Bonsoir. bonsoir à vous. Alors ce soir, un live spécial Milena, autrice d'Elia et sa tribu, une BD qui vient de sortir chez Ozu BD. Voilà, c'est le premier titre avec Migali, voilà, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, donc il y a deux titres qui viennent de sortir. Donc Milena nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Donc, je vais vous faire une petite présentation. Tu me diras si je dis des bêtises, mais voilà. Donc, en gros, tu es une fille de bibliothécaire, donc tu es tombée dans les livres très très jeune, et visiblement tu ne les as pas quittés. Je crois que tu dessines aussi depuis toute petite, comme de nombreux dessinateurs et dessinatrices. Tu as eu une formation à Saint-Luc, à l'école de Saint-Luc en Belgique. Voilà. Et C'est ça. dans ta bibliographie, on compte donc maintenant deux tomes, enfin deux albums. Le premier, c'était Les Enfants de l'été. C'était une histoire autobiographique sur la vie d'une jeune un petit peu babacool en gros, voilà, qui essaie de se faire un petit peu d'argent en devenant animatrice et c'est un métier qui lui a plu en fait. Voilà, elle a pris goût à l'animation. Donc, justement, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence dans la façon de travailler sur une autobiographie comme Les Enfants de l'été une différence avec Elia et sa tribu qui est une fiction. Ah bah complètement. En fait, du coup, Les Enfants de l'été, c'est vraiment c'est une fiction autobiographique, donc c'est vraiment inspiré de moi, mon parcours en tant qu'animatrice de centre de loisirs. J'ai eu le BAFA à mes 17 ans et j'ai exercé pendant pas mal d'années. Et du coup, c'est une succession. Enfin, du coup, la BD, il y a une succession d'anecdotes. Enfin, bref, dans la BD, ça part du coup d'une animatrice qui vient de passer son BAFA et bref, du quotidien avec les enfants. Et en fait, enfin, disons que je me suis servie de mon vécu et j'en ai fait une histoire. Enfin, c'est pour ça que c'est aussi une fiction pour le coup, parce que j'ai quand même modifié des choses pour que le rythme soit intéressant quand on le lit, etc. Et quand on fait vraiment une fiction totale enfin, ouais, bref, vraiment une histoire fictive, pour moi, c'est complètement différent. Enfin, il y a forcément un petit peu de moi quand même dans la BD. Enfin, les gens qui me connaissent reconnaissent des traits de caractère dans certains des personnages, certaines mimiques aussi, mais pour moi, c'est complètement différent. Après, dans Elia et sa tribu, j'ai réussi à mettre plein de choses que j'aimais aussi. Enfin, j'adore la période de la préhistoire, par exemple, et j'adore dessiner des animaux, et il y en a énormément dans la BD. C'était un plaisir d'en dessiner autant. Donc, au final, il y a quand même une partie de moi, mais c'est vrai que c'est pas du tout le même genre de récit. Voilà. D'ailleurs, pour Les Enfants de l'été, est-ce que tes anciens collègues, tes collègues l'ont lu et t'ont fait des retours? Ouais, j'ai des collègues qui l'ont lu. Après, moi, c'était important pour moi du coup, c'est autobiographique parce que c'est des vraies anecdotes, mais par contre, je voulais pas qu'on reconnaisse les enfants, je voulais pas qu'on Hmm, reconnaisse les éventuels collègues. Donc, en fait, souvent, les personnages, notamment les collègues, c'est des mélanges de plusieurs collègues. d'accord. Enfin, et en fait, je les ai beaucoup, beaucoup, beaucoup caricaturés pour pas que certains se reconnaissent et tout. Même en positif, je me dis que ça peut être un peu compliqué pour certaines personnes. Donc, ça, j'ai vraiment brouillé les pistes et pareil, pour le centre de loisirs où ça se passe, pareil, j'ai mélangé deux centres de loisirs où j'ai travaillé. Et les enfants, pareil, j'ai essayé de faire en sorte qu'on les reconnaisse pas. Enfin, de toute manière, eux ne se reconnaîtraient pas parce que, enfin, c'était vraiment quand j'étais animatrice avec des petits. Donc depuis, je pense que c'est ouais, au moins des pré-ados. Enfin, mais non, pour le coup, ça, j'ai fait quand même attention, mais j'ai des anciens collègues qui l'ont lu et ils ont reconnu plein de trucs, enfin, notamment avec la structure. Après, les centres de loisirs fonctionnent tous un peu de la même Ouais. manière, enfin, j'ai une collègue qui a reconnu les chaises de la cantine, je trouvais ça marrant. Elle a Ah, le reconnu les détail qui chaises. tue.
Ouais, voilà, c'est parce que forcément, je me suis aidée de photos, un peu voilà, des photos que j'avais gardées, pas des photos d'enfants, pas du tout, mais les photos de la structure, enfin, Hmm. les chaises et tout, enfin, bref, D'accord. effectivement, j'avais repris les mêmes chaises. Bon, et du coup, Elia et sa tribu, c'est né comment? Est-ce que c'était un dossier que tu as présenté à Ozu ou est-ce que c'est Ozu qui est venu te passer une commande d'une série? Voilà, nous aimerions savoir les origines de ce projet. Bah, du coup, non, il y a cette tribu, c'est vraiment un projet que j'ai proposé à Ozu en fait, que j'ai créé toute seule et j'avais envie en fait enfin c'est parti vraiment d'une envie de créer un récit d'aventure en fait et d'humour et que ça soit vraiment dans une période que j'aime bien en fait, la période de la préhistoire. Moi je trouve ça hyper intéressant et je pense qu'avec on peut, même si c'est une période historique, j'ai mis un petit peu des trucs justement enfin, qui se tiennent au niveau de l'évolution de l'homme, mais après ça reste une fiction. Enfin, c'est pas du tout un, comment dire, il n'y a pas de, enfin j'ai pas voulu être une archéologue ou quoi que ce soit. Enfin, genre je voulais vraiment juste raconter une histoire et mettre des éléments hyper chouettes dedans. Et bref, la préhistoire, moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc, j'avais envie d'en parler, enfin, de faire un récit dedans. Ouais, parce que comme tu l'expliques dans l'album, en fait, il y a les hommes ne pouvaient pas, il y a certains animaux qui n'auraient jamais Mm. pu croiser dans l'histoire, en fait, parce que ils avaient déjà disparu à l'apparition de l'homme. Oui, c'est Par ça. En exemple, fait, Léo, quoi. Léo ne ouais, pouvait pas c'est croiser ça. Elia. Pardon. Oui, les deux personnages principaux, du coup, c'est Elia, du coup, qui est une Homo sapiens. C'est Léo, son animal de compagnie, du coup, enfin, de compagnie, disons qu'il est domestiqué. Mais du coup, lui, c'est un hyénodon. Et effectivement, un mammifère carnivore qui n'a jamais rencontré l'Homo sapiens. Il a disparu bien avant que l'Homo sapiens arrive, quoi. Et du coup, enfin, après, pour moi, c'était nécessaire de le préciser dans l'album. À la fin du récit, il y a un petit carnet et j'ai fait des petites planches pour expliquer qu'il y avait des gros anachronismes et que vraiment, fallait pas se tenir à ce qui était raconté là-dedans. Mais après, je me doute que, enfin, peut-être que ça se voit pas, mais en tout cas que ça va pas du tout gêner la lecture enfin, des personnes qui vont lire, des enfants qui vont lire. Mais pour moi, c'était important de le dire quand même. Enfin, de dire qu'il y avait des anachronismes et notamment, du coup, il y a tout le paléolithique avec les Homo sapiens, mais en fait, les Homo sapiens vont beaucoup croiser des mammifères pour les connaisseurs du Mésozoïque et du Cénozoïque. Donc pas du tout la même période de l'histoire, mais pour moi c'était pas du tout un problème. C'était aussi une manière de rencontrer plein d'animaux étranges qu'on voit pas souvent, je trouve, dans les récits en fait. Donc je trouvais ça sympa et enfin plein d'animaux un peu bizarres en fait, avec des cornes ouais, des couleurs étranges, tout ça. Je trouvais ça chouette. Et les becs dans le tome Ouais, 1. voilà, Les vilains. et des Euh, oiseaux bizarres. Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, c'est une période que tu apprécies, donc la préhistoire, tu nous le disais. Mais donc du coup, est-ce que t'as fait des recherches ou est-ce que c'est quand même une Ouais. base que tu avais déjà et que tu as exploité? Alors moi, de mon côté, en fait, depuis que je suis petite, bon, je suis passionnée d'animaux, de base, j'adore les animaux, et quand j'étais petite, j'adorais les animaux préhistoriques, notamment tout ce qui était dinosaures, hein, c'était un grand délire pour moi. Il y a un de mes films préférés, c'était Jurassic Park, mais tous les mammifères préhistoriques aussi, je trouvais ça hyper intéressant. Et en fait, déjà de mon côté, j'avais beaucoup de livres en fait sur les animaux préhistoriques et du coup, j'ai forcément fait des recherches un peu plus récentes parce que du coup, mes bouquins, ils ont 20 ans, quoi. Enfin, et, et mine de rien, il fallait que je renouvelle un peu mes recherches, voir si c'était toujours le cas. Il y a toujours un peu des nouveautés, des nouvelles découvertes. Et en tout cas, tout ce qui était, on va dire ouais, tout ce qui était animal, je savais déjà plein de choses. Mais par contre, les Homo sapiens, j'ai dû un peu réviser, j'avoue. J'ai révisé des choses sur
tout l'arbre de l'évolution de l'homme. Par exemple, dans la BD, il y a la maman de Elia qui est un peu en train, on va dire, d'inventer la roue. C'est un peu, Oui, c'est une espèce de, scientifique. c'est vraiment mis comme ça. Voilà, Ouais. c'est un personnage qui fait un peu des recherches. Et en fait, à la fin de l'album, ça va pas du tout aboutir parce qu'en fait, la roue, c'est vraiment mais bien après qu'on la découvre. C'est pas du tout au Paléolithique, mais pour moi, c'était un peu une manière de regarder. Ils sont en train d'inventer des choses et de se dire, d'amener aussi la réflexion de, en fait, ils ont pas du tout inventé. Il y a aussi des choses qui vont arriver bien après, dont la roue. Après, il y a des choses qu'ils ont inventées qui étaient super. Enfin, tout ce qui est les lances, etc. Enfin, j'ai fait des recherches, notamment sur les armes qu'ils utilisaient, les techniques de chasse qu'ils utilisaient. Enfin, ouais, j'ai fait pas mal de recherches. J'ai regardé pas mal de films aussi. Je me suis refait la Guerre du Feu, qui est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. C'est un très vieux film avec des effets spéciaux étonnants. J'aimais bien. Les effets spéciaux de l'époque. Ouais, c'est ça. Il y a des petits moments, ça a vieilli, mais c'est un bon film. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ouais. Alors, je vous le précise, hein, Marine est avec nous ce soir pour relayer vos questions que vous aurez posées sur notre page Facebook. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, nous les relayerons à Milena. Voilà, donc Ouais, histoire j'ai pas encore de... de questions, Comment? j'ai pas encore de questions, mais j'ai beaucoup de pouces vers le haut, j'ai beaucoup de cœurs, beaucoup de bonsoir et de coucou de plein de gens. Ouais, il y a toute la famille de Milena et ses amis qui sont là ce soir. Ouais. Mais il y a aussi d'autres personnes, j'en suis certain. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Du coup, Elia et sa tribu, c'est avant tout une histoire d'amitié, hommes, animaux, et plus précisément Elia et Léo, quoi. C'est ce que tu as voulu mettre en avant. Ouais, oui, oui, oui. J'avais envie de créer un duo un peu comme ça, un duo vraiment, de complicité entre sa petite fille et son animal, mais qui sont tellement complices qu'ils arrivent à se comprendre. Enfin, ouais, moi j'aime bien ces histoires-là en fait. Et puis tout le lien avec la nature, les Homo sapiens étaient vraiment, en fait, ils devaient vivre avec la nature et bref, ils ne tuaient pas, en tout cas moi dans mon récit, ils ne tuent pas tout ce qui bouge. Ils peuvent aussi essayer de cohabiter avec les animaux. Bon, je sais pas si c'était vraiment comme ça à l'époque, mais en tout cas moi dans mon imaginaire, c'est ça. Et donc voilà. Donc, alors apparemment, Marine me fait suivre un message pour me dire que tout le monde attend la suite avec impatience. C'est ça, à Surtout toi. que le tome 1, il s'est terminé sur un cliffhanger assez... voilà, on n'en dit pas plus, mais on a très envie de découvrir la suite. Ouais, à l'instant où tu as dit poser les questions, il y a eu 3. Quand est-ce que c'est la suite? J'ai aimé, j'attends la suite. Est-ce qu'il y aura un second tome? Je crois que tu as lancé le top départ pour la farandole de quand est-ce qu'est la suite? Ouais. En vérité, je sais pas quand est-ce que arrivera la suite, mais j'attends en fait le feu vert de mon éditrice pour le tome 2. Elle me tient au courant. Mais il y aura une suite. Voilà. Si elle est parmi nous ce soir, qu'elle sache qu'il y a du monde qui attend la suite. Voilà. Après, c'est vrai que l'histoire se termine un petit peu. C'est sur une suite attendue. C'était un peu fait exprès, mais ouais. J'avais envie qu'on ait envie d'en voir plus, quoi. Et justement, est-ce que tu vois cette série aller plus loin que 2 tomes? Est-ce que tu te vois aller beaucoup plus loin avec cette série? Moi, j'aimerais bien. Après, en fait, il y a encore plein de choses à raconter. Moi, j'aimerais bien, mais je m'emballe pas. Non. J'attends le dialogue avec mon éditrice, avec qui le dialogue se passe extrêmement bien. C'est vraiment hyper chouette de bosser avec elle. Donc, je lui fais confiance totalement parce qu'elle elle a adoré ce projet et je pense qu'elle est comme moi, elle aimerait bien en faire plein.
continuer l'histoire et parler de ces deux personnages. Voilà, ouais, ça serait chouette. D'accord. Et en parlant tout à l'heure du deuxième album, Migali, voilà, donc je ne sais pas si vous allez le voir. Est-ce que ce deuxième album qui est sorti simultanément avec le tien, est-ce que tu l'as lu? Et voilà. Est-ce que tu... Alors, non, je suis. J'ai jamais rencontré les auteurs, mais on se suit sur les réseaux et du coup, j'ai pu voir des planches, etc. Et ouais, je trouve ça vachement chouette. Et je trouve ça intéressant en plus parce que c'est vraiment débuter une collection BD jeunesse avec deux BD différentes en fait. Comment dire, sur des récits jeunesse qui sont complètement différents. Et je trouve que c'est intéressant. Enfin, ça ouvre vraiment plein de possibilités pour cette collection en fait. Il s'arrête pas à un style. Moi, je suis vraiment plus aventure et Migali est plutôt gag. Donc, c'est bien. Je trouve que c'est intelligent d'avoir fait ça comme ça. Mais gag qui vraiment suit une évolution du personnage au fil de l'histoire, en fait. Ouais, avec vraiment un point de départ. Du coup, Marine a des questions pour toi. En attendant, en même temps, en simultané, je remets des extraits parce que j'avais fait une petite coupure et j'avais oublié de vous en remettre. Donc voilà, vous envoyez des extraits d'Elia et sa tribu. Ouais, on a une autre question, notamment sur le fait qu'au début de l'histoire, la tribu est dans le nord, mais dans quelle région ça se passe exactement? Ah, c'est trop la question piège. Pardon. Parce que vraiment, moi, je me protège vachement sur le fait que c'est une fiction. Donc, mais en fait, j'y ai vraiment pensé. Hein. J'avais réfléchi et je m'étais tout simplement dit, en fait, c'est plutôt tout ce qui est on va dire Europe, tout ça, c'est enneigé pendant la préhistoire et en gros, ils sont plus vers l'Afrique, quoi. En gros, c'est ça. Ils sont vers l'Europe et ils descendent vers l'Afrique. Mais je ne suis pas experte vraiment et je dis ça vraiment comme ça. En vérité, je trouvais ça trop difficile de prendre des vrais points géographiques en fait. Je trouvais ça trop complexe et j'avais peur que ça complexifie un peu trop ça t'enferme que ça te bloque. Ouais. C'est ça. Bah, par exemple, dans la BD, la migration, elle dure 2 pages. Je pense qu'ils mettent plusieurs années pour se déplacer, mais non, moi, dans mon récit, ils mettent 2 pages. Ils mettent quelques cases pour aller d'un pays à un autre. Marine, est-ce que tu as autre chose J'ai plein de nouveaux coucous et plein de nouveaux bonsoirs. Du coup, moi, je voulais revenir sur la différence entre tes deux albums, parce qu'il y a un style graphique vraiment différent. On en a déjà parlé en off, mais est-ce que tu peux nous en parler? Enfin, c'est un style plus jeunesse en fait que tu as choisi, donc qui colle parfaitement à ce que tu voulais certainement faire avec ce récit. Ouais. Oui, à la base, en fait, moi, j'aime bien en fait les récits assez épurés avec un dessin très, très, très épuré aussi, avec vraiment des petites touches de couleur un peu partout. Mais là, pour un récit jeunesse, j'avais vraiment envie d'être plus dans quelque chose, dans un récit d'action. Et en fait, j'avais besoin de faire plus de détails, de penser plus à des plans, un peu, on va dire, à des mouvements de caméra. Là où les enfants de l'été, en fait, il y a très peu ça parce que en fait, le dessin est tellement épuré que du coup, souvent, les personnages sont en pied et c'est tout. Et c'est surtout, en fait, des dialogues que là, on est surtout sur... on est plus sur de l'action plus que du dialogue. Et c'est pour ça que c'était intéressant de mettre plus de détails et de changer ma manière de coloriser aussi. À la base, moi, je suis plutôt traditionnelle. Je fais de l'aquarelle. Et là, du coup, j'ai dû faire une colorisation numérique, quoi, sur Photoshop. Et au début, j'ai eu peur parce que j'étais pas habituée. J'étais pas trop habituée, donc j'ai dû demander de l'aide en fait à
à une copine coloriste et j'ai demandé aussi à un artiste aussi que je connaissais qui est prof aux Beaux-Arts de Nantes, qui est prof de couleur et du coup bref j'ai pu leur poser des questions. J'avais besoin en fait d'être un peu rassurée sur la voie que j'étais en train de prendre parce que j'avais envie de mettre beaucoup de couleurs en fait dans ce récit en fait qui est vraiment un décalage entre les couleurs quand l'histoire se passe vraiment dans la neige où on est sur des couleurs un peu plus grises, un peu plus bleues, un peu plus vertes et dès qu'on passe dans les paysages du sud, bah, vraiment des couleurs beaucoup plus jaunes, beaucoup plus pétantes, enfin une plus grande variété de palettes de couleurs. Mais j'avais vraiment peur que ça fasse trop. Du coup, je flippais un peu et au final, j'ai montré un peu mes pages. On m'a redonné un peu les règles un peu de la colorisation que j'ai vraiment notées, qui étaient mes règles d'or quand j'étais en train de coloriser, enfin pour faire des plans, etc. Enfin, des trucs de base qu'il faut connaître. Et du coup, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais après, moi, comme j'ai un ancrage, mon ancrage, il est en traditionnel. Enfin, je fais ça à la plume. J'avais peur que la couleur Photoshop aplatisse tout. Enfin, je suis pas experte, donc j'avais vraiment peur que ça aplatisse mon trait de dessin. Du coup, j'ai quand même utilisé l'aquarelle pour faire des lavis en fond, pour marquer les plans et pour marquer les ombres, pour que ça aide au niveau du dynamisme. Et je trouve que ce combo-là marche bien, donc c'est quelque chose que je vais continuer à utiliser parce que je trouve ça vraiment chouette. Enfin, ouais, je trouve que ça a vachement aidé. Voilà, c'est une expérience qui t'a, enfin, t'es sorti de ta zone de confort et c'est une expérience qui t'a plu. Carrément. Vraiment là, c'est exactement ça. J'ai eu un peu des angoisses j'étais très contente quand le projet a été signé, mais je me suis dit, oh là, dans quoi je me suis embarquée. Je dois tenir un bouquin de 80 pages avec que des trucs que je maîtrise pas, ça va être un enfer. Et au final, pas du tout. En fait, je me suis sentie vachement grandie de cette BD parce que je trouve que je m'en suis quand même bien sortie. Et non, j'ai appris plein de choses en fait en le faisant. Et j'ai autant appris au niveau historique aussi, avec mes recherches, avec tout ce que j'avais emmagasiné. Et en même temps, au niveau du dessin, au niveau de la couleur, j'ai appris plein de trucs. Mais autant, pendant les enfants de l'été, ma première BD aussi, j'avais appris plein de choses au niveau de l'aquarelle. Moi, je trouve ça intéressant de travailler et des fois de tenter des trucs. Bon, là, j'avoue, c'était un peu risqué au final, ça a été heureusement, mais c'est bien aussi moi, j'aime bien sortir de ma zone de confort aussi. Faire un dessin plus détaillé et être dans de la couleur que je maîtrise pas forcément. Voilà. Et puis, en vérité, en parlant avec d'autres auteurs de BD ou d'autres illustrateurs, en fait, je me suis rendu compte que la couleur est une angoisse pour beaucoup. et ils avaient beaucoup d'empathie envers moi en mode non, mais je te comprends tellement, c'est super dur. Il faut trouver le bon truc. C'est un vrai métier, hein. Ouais, mais carrément. J'ai jamais. Moi, j'ai une copine qui fait souvent de la couleur sur des albums. Et je me dis, oh là là, c'est hyper dur, quoi. Et après, l'avantage, quand on fait le scénar, le dessin et la couleur, pour le coup, on est tout seul à se critiquer tout seul. Je pense que quand on est avec d'autres sur un même album, il faut aussi savoir dialoguer. Moi, j'avais juste à dialoguer avec moi-même. Et avec mon éditrice, bien sûr, qui me faisait des retours. Moi, je lui montrais au fur et à mesure, je lui envoyais très souvent des choses. J'avais besoin qu'elle me valide aussi, qu'elle soit contente de l'avancée. C'était nécessaire. D'accord. Alors, Marine, elle a des questions pour toi et elle a même des messages super mignons, a priori. Ah ouais. Ouais. Effectivement, j'ai plusieurs questions, mais d'abord, il fallait que je te transmette que le 67 était avec toi. Ah, c'est mon atelier là où je travaille. Je travaille pas chez moi, je travaille dans un atelier à Nantes qui s'appelle le 67. Alors, il y a qui dans l'atelier alors dis-nous tout. Non, mais en fait, je peux faire la pub de l'atelier si vous voulez, mais c'est un atelier où il y a plutôt des artistes et des artisans et des artisans d'art et bref, du coup, c'est un très grand bâtiment avec plein d'ateliers. En fait, on est 40. Donc, ça serait vraiment long de parler de tout le monde,
Mais moi, moi, je partage un atelier avec. On est 6 à l'intérieur et voilà, on fait tous des métiers différents et c'est hyper intéressant. Moi, ça m'a appris plein de trucs aussi, surtout les métiers d'art et bref, d'artisanat et que c'est très compliqué en ce moment d'exercer, notamment avec tout ce qui est couvre-feu et les dernières mesures. Ouais. C'est la galère. Bon alors, bonsoir à tous les collègues. Voilà. J'ai d'autres messages qui sont de gens qui te disent que c'est super de te voir en live et que ton entourage doit être fier de ton parcours. Et j'ai des questions un peu plus techniques, alors attention. Sur l'ancrage et si c'est plutôt plume ou pinceau. C'est de la plume. Je fais que de la plume. Ouais. Et si, à tout hasard, les oiseaux de la terreur, ce ne seraient pas les cousins des vélociraptors de Jurassic Park? Eh bah ouais. Si. En fait, alors encore une fois, je suis pas paléontologue ni archéologue, mais moi, dans mes recherches, c'est ce qu'ils expliquaient, c'est que du coup, on le sait maintenant, c'est que tous les oiseaux, c'est les descendants des dinosaures, quoi. Et notamment, ouais, les très grands oiseaux qu'on voit dans l'album, du coup, ce seraient les descendants des dinosaures, et ça m'étonne pas parce qu'ils font flipper, et qu'ils font 2 mètres de haut, et qu'ils sont roublards. Voilà. Et maintenant, on sait que les dinosaures avaient des plumes, donc en fait, ça serait plutôt évident, quoi, ouais, que ce soit les cousins, les cousins directs. Voilà, c'est un remake. En fait, c'est ça. J'ai réussi. Il faut pas le dire trop fort. C'est un fan art de Jurassic Park géant. Ouais, et est-ce qu'on pourra te voir en dédicace? Demain, à Saint-Brieuc, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'est maintenu, malgré, j'ai eu peur, mais non, c'est maintenu. Le libraire n'a aucun problème à maintenir, il n'y a pas de souci. Donc, je serai à Saint-Brieuc demain et je fais une dédicace à Rennes début juin. Parce qu'entre-temps, je pars en résidence. C'est pour ça qu'il y a un mois et des brouettes là où je vais plus pouvoir. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Il y aura un petit creux parce que ça aussi, ça a été maintenu. Ouf. Donc. Ça y est, tu as eu la validation. Du coup. Ouais. C'est cool. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Marine? Ok, c'est bon. Et le petit mot mignon, du coup, c'était quoi? C'était C'était le 67, non? Ouais, celui-ci. Et puis, ton entourage doit être super fier de ton parcours. Ah oui. C'est très mignon. Si. Bah, c'est le cas. Mon entourage est très content. Ouais, c'est chouette. Donc, du coup, pour revenir à l'album, le format souple, tout ça, ça fait très jeunesse. Donc, c'est un truc, c'est ce que tu imaginais pour cette histoire, ce format-là? Ouais. Bah, à la toute base, pour être complètement sincère et transparente, à la base, j'avais imaginé le récit comme ça. Mais je ne l'ai pas du tout assumé quand j'ai démarché les éditeurs, donc je l'ai construit sur du A4. Et je proposais le projet sur des pages A4, et en fait, c'est en démarchant du coup au Zoo, c'est du coup ma future éditrice qui m'a dit « Ah, mais ça marcherait beaucoup mieux en poche !» Et j'étais là « Mais oui, c'est ça !» Mais j'ai pas osé le faire, et du coup, c'est comme ça que le dialogue s'est lancé avec elle. Je dis non, mais en fait, c'est exactement ce que je voulais faire. Attendez. et du coup, à partir du moment où j'ai vraiment assumé mes choix et être plutôt dans quelque chose de poche, avec un récit plus dynamique, du coup plus long, et ça fonctionnait beaucoup mieux. Mais j'avoue, j'avais peur de. En fait, c'est difficile. Moi, je suis une jeune autrice de BD, donc forcément. On préfère démarcher avec des standards un peu classiques. Moi, personnellement, je me disais, comme ça, un éditeur va pas être freiné par le format, ça va le faire. Mais en fait, je pense qu'en fait, il faut un peu des fois assumer au service du récit. Et là, pour le coup, ça fonctionne beaucoup mieux en poche, quoi. Qu'en A4, quoi. Un 4, je pense, au niveau du dynamisme, ça aurait été vraiment différent. Ça aurait été bizarre, je pense. Ouais.
Voilà. Et comment t'en es venu à démarcher Ozu? Parce que Ozu, on le rappelle, ce sont les deux premiers tomes là qui sortent, Elia et sa tribu et Migali. Comment t'es venu à démarcher un éditeur qui ne faisait pas de bande dessinée? Et ben en fait, tout simplement, quand j'ai commencé en fait à chercher des éditeurs, en fait j'ai discuté avec des auteurs de BD. En fait, les auteurs de BD discutent un peu tous entre eux, et normal. Et en fait, moi, j'ai souvent besoin de montrer mon projet à d'autres auteurs plus confirmés pour avoir leur avis. Et en fait, moi, je connais pas toutes les maisons d'édition. Enfin, je connais un peu les plus connues, mais c'est vrai que, vraiment, quand je discute avec des auteurs, je vois bien que je connais vraiment un petit bout de l'iceberg et tout le reste, je connais pas, quoi. Et bref, c'est un auteur qui m'a dit ah, mais c'est vachement bien, tu devrais le proposer à Ozu. Et je connaissais pas du tout Ozu. J'ai regardé le catalogue et je me disais mais c'est bizarre, ils font pas de BD. Donc je me suis dit bon, je vais essayer quand même. Et en fait, je savais pas Bingo. moi qui sortait une collection et du coup c'est super bien tombé. Et en fait, il faut suivre des fois les conseils. Ça s'appelle aussi karma. Voilà, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça aussi. J'ai eu vraiment de la chance là-dessus. C'est tombé vraiment au bon moment. Et Voilà. une petite question un peu plus généraliste, mais quels sont tes modèles en bande dessinée au niveau des auteurs? Est-ce que tu as des modèles? Ah ouais, ouais. J'adore Marion Montaigne, Ouais. qui a fait Tu mourras moins bête. J'adore cette autrice de BD. J'adore aussi Riyad Satouf. Une de mes BD préférées qu'il a fait, c'est Retour au collège, qui est vachement bien. Enfin, je trouve que c'est vraiment chouette. Et il y a Anouk Ricard aussi, que j'aime beaucoup, Aude Picot. Et il y a aussi, alors moi j'ai une grosse période manga quand j'étais adolescente et j'adore Akira Toriyama, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Enfin, l'auteur de Dragon Ball. Je trouve que en fait, je sais plus à qui j'ai dit ça et bref, on m'a dit ah mais c'est marrant parce que dans Elia et sa tribu, il y a un côté un peu manga aussi au niveau du dynamisme et je pense que moi je l'avais pas forcément remarqué, mais c'est vrai que ça m'étonne pas parce que du coup ça vient forcément de tous les récits manga que j'ai lus qui sont très dynamiques et qui sont très chouettes. Voilà. Après il y a beaucoup d'autres auteurs que j'aime beaucoup. Larsenet, par exemple, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un auteur qui est hyper intéressant parce qu'il arrive à vachement modifier son style par rapport au récit qu'il raconte. Et moi, j'avoue, c'est un peu ce que je voulais faire aussi. Donc, j'ai un peu suivi son exemple. Je me suis dit, bon, lui, il arrive à le faire. Donc, ça veut dire que c'est autorisé. On peut faire ça. On n'est pas obligé d'être enfermé dans un truc. Non. Donc voilà, je me suis autorisée à faire ça. Et non, il y a plein d'autres auteurs que j'aime beaucoup. Mais là, en fait, je suis devant ma bibliothèque, du coup, je regarde en même temps. Mais en fait, il y en a tellement que. Mais en tout cas, vraiment, les principaux, c'est Marion Montaigne, Riyad Satouf, Aude Picot, Anouk Ricard et Akira Toriyama. D'accord. Alors, on va retourner voir du côté de Marine qui a du nouveau. Oui, et on te demande de qui tu t'es inspiré pour créer le personnage de Elia. Alors, je me suis pas inspirée de quelqu'un en particulier. En fait, je sais pas, j'avais envie de créer une petite fille courageuse, mais je trouvais ça intéressant par contre comment dire, que ce personnage ne soit pas puisse être interchangeable si c'était une fille ou un garçon. Enfin, je sais pas comment dire. Je voulais pas qu'on ressente que ce soit vraiment une pauvre petite fille au milieu de la préhistoire. Je voulais que ça soit une petite fille courageuse, mais qui n'ait pas les clichés de petite fille. Que si c'était remplacé par un garçon, ça n'aurait pas du tout changé le récit. Et pareil, si Léo était une fille, ça changerait pas non plus. Pour moi, c'était nécessaire. Enfin, du coup, j'ai un peu réfléchi le récit comme ça, de faire vraiment des personnages qu'on reconnaît par leur personnalité et pas par rapport à leur genre. Et c'est pareil pour les parents, par exemple. Je voulais pas faire forcément un papa brut et une maman douce. J'essaie vraiment de
de chercher, d'aller un peu au-delà de cette, des stéréotypes. Après, c'est hyper facile de dire ça, mais en vrai, on est tous, comment dire, on est obligé en fait de voir des stéréotypes aussi. Enfin, et même des fois, même quand on veut pas en faire, on en fait quand même. Enfin, du coup, moi, j'ai quand même essayé de réfléchir à ça. Enfin, et de faire des personnages qui ont leur propre personnalité. Et Elia, je me suis pas inspirée de quelqu'un en particulier. J'avais juste envie de faire un personnage un peu idéal comme ça, enfin, qui est une petite fille courageuse et aventurière. Marine? Ouais, c'est bon pour moi. D'accord. Du coup, Milena, tu as raconté ton expérience d'animatrice voilà, auprès des jeunes. Tu as écrit une histoire pour les enfants. Est-ce que c'est est-ce qu'il y a une envie chez toi d'aborder à l'avenir des thèmes plus adultes, entre guillemets, enfin, hors l'enfance, enfin, hors thème sur l'enfance? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou est-ce que tu veux continuer à raconter des histoires autour de ce thème-là? Euh, Question Autour de piège. l'enfance, disons que là, en fait, les prochains projets sur lesquels je suis en train de travailler tranquillement, hein, il n'y a rien de signé ou quoi que ce soit, c'est plutôt du jeunesse. Mais, je sais très bien que je vais pas, enfin, que je vais vraiment me laisser la possibilité de faire aussi d'autres projets. Euh, En fait, j'ai d'autres histoires en tête qui effectivement n'ont aucun rapport avec la jeunesse, mais, mais là, c'est ce que j'avais envie de raconter pour le Hmm. moment. Ouais, ouais. Voilà. Du mal à expliquer, mais enfin, voilà. Après, j'ai un lien particulier avec la jeunesse du fait que j'ai été animatrice pendant des années, que je continue en plus à travailler avec des enfants, Oui, que je fais. Enfin, je suis plus animatrice depuis un moment maintenant, mais je continue à donner des cours de BD, par exemple, à des enfants, et c'est quelque chose que j'aime bien et que ça me dérange pas du tout de continuer de faire ça. Bon, alors après, avec ce qui se passe en ce moment, tout s'est annulé. J'en avais pas fait depuis bien longtemps des cours de BD. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien en fait travailler avec les enfants et j'aime bien raconter des récits avec des enfants. Peut-être qu'à un moment ça me lassera, mais pour l'instant c'est pas le cas. Mais pour le coup, je vais me laisser aussi la possibilité d'écrire sur autre chose aussi, quoi. c'est possible, c'est possible. Ingrid Chabert nous l'a prouvé là dernièrement. Elle qui faisait beaucoup de jeunesse, et ben justement, elle a sorti un album qui s'appelle L'Arkia. Voilà, un très bon album. Donc et qui est un petit peu dans le mode Mad Max. Voilà, c'est un petit peu comme ça, Ouais. dans ce style-là. Et du coup, euh, voilà, il est pas interdit de changer de style et d'offrir, Heureusement. enfin, d'avoir d'autres types de lectorat, voilà. Et pourquoi pas d'avoir les jeunes qui t'ont découvert, voilà, maintenant, découvrir plus tard des albums qui leur seront plus accessibles vis-à-vis de leur âge quand ils auront grandi. Mm. Donc, du coup, tout à l'heure, tu parlais d'une résidence en Bretagne. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Voilà, on sait que voilà, une résidence, c'est voilà, des auteurs qui se retrouvent et qui dessinent, il me semble, là, c'est en Bretagne. Donc, tu vas dessiner un petit peu la Bretagne, c'est ça? Oui. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est une résidence. Ça s'appelle la résidence des petites cités de caractère en Bretagne. Euh, et en gros, ça va durer 6 semaines et en fait, c'est une résidence itinérante. Donc, en fait, pendant 6 semaines, je vais toutes les semaines être dans une ville différente du coup, ça a été d'habitude. Il me semble que c'est ouvert seulement à des artistes peintres. Et là, c'est la première année qu'ils l'ont ouvert à des auteurs de BD. Et on est 8 à participer. Et voilà, pendant toutes les semaines, on va être dans une petite cité de caractères différente. Et on va voilà, dessiner le patrimoine breton. Euh, bah,
en fait, moi, je trouve ça intéressant parce que du coup, sur leur site, on peut voir ce que les artistes peintres ont fait. Et c'est vrai que, en fait, ouvrir ça à des auteurs de BD, ça va être complètement différent parce que du coup, on va être plus dans la narration, on va être dans le récit, raconter, soit être dans quelque chose de très documentaire, soit pas du tout, être plus en carnet de bord, raconter voilà la vie de ces cités aussi. Enfin, et moi vraiment, je suis hyper impatiente d'y aller. Moi, j'adore dessiner. Enfin, je suis originaire de la Bretagne et du coup, je suis très contente d'aller travailler là-bas et de dessiner en plus des cités qui, je pense, sont super belles. Enfin, ça va être hyper intéressant. Et j'avais vraiment peur que ça soit pas maintenu. Et heureusement, ça Ça l'est, l'est. quoi. Ouf. Et Mhm. surtout avec ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment l'opportunité de changer un peu d'air, quoi. Parce Ouais. que c'est pas facile avec toutes les restrictions. Là, ça va être voilà. Du coup, ça dure 6 semaines, donc ça sera 6 semaines de boulot intense, mais dans un autre cadre. Et je suis Et impatiente. la finalité, ce sera quoi? Ce sera de sortir un album avec ce qui aurait été réalisé avec tous les auteurs? Enfin, Alors non, en fait, la finalité, en fait, c'est une résidence qui est financée par le festival de Saint-Malo, qui est des Bulles, et en fait, ça va être la finalité. En gros, c'est une expo itinérante, pareil, qui va circuler dans la Bretagne et notamment à Quai des Bulles. En fait, on est censé laisser vraiment nos travaux, d'accord. enfin, qu'on choisit forcément les travaux qu'on a fait sur place. Et bref, on les laisse pour l'exposition qui va tourner pendant 2 ans. D'accord. Donc, faut pas, ça fout la pression. On n'a pas envie de faire n'importe quoi. Donc, La du coup, vache. ce sera certainement visible au Grand Palais lors du festival de Quai des Bulles, Bah ouais, j'imagine. bah ça c'est pareil, je sais pas. S'il est maintenu. Voilà, j'espère que d'ici là, les festivals de BD pourront reprendre, quoi, mais bon, on verra bien. D'accord. Saint-Malo, comme ça amène beaucoup de gens, je sais pas trop. Enfin, Ouais. Marine a quelque chose pour nous. Plusieurs. Plusieurs questions, dont la première est extrêmement technique. On te demande une démonstration de fabrication de feu avec 2 bouts de bois. Ah, la vache. Testé et J'ai pas approuvé. fait, En plus, dans la BD, je triche complètement. Léo, il tape 2 silex et ça fait une flamme énorme. Donc, non, je sais pas faire. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien savoir faire ça. Et je sais plus dans quelle grotte, quand on va la visiter, ils donnent un kit pour faire du feu. Je sais plus si c'est la grotte de Chauvet ou quoi. Et bref, j'aimerais trop y aller et apprendre à faire du feu. Sauf que j'ai pas de jardin. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je vais faire ça sur mon Sur le balcon. balcon, éventuellement, si tu as un balcon. Voilà. Je suis au 4e étage, je pense que ça va être sympa. Les voisins vont adorer. Pour allumer le barbecue sur le balcon, alors. Voilà, sur mon balcon. Mais non, mais je sais pas faire, je suis désolée. Mais j'aimerais bien savoir. Mais... C'est une autre question un petit peu technique aussi, mais différemment. Combien de fois tu refais un même dessin pour arriver à la version finale? Ah, et ben, ça dépend des cases. Je fais toujours, au tout début, je fais toujours un découpage en tout petit, qui est lisible vraiment, je pense que par moi, parce que je le montre pas à mon éditrice, je me dis qu'elle peut pas comprendre, donc et je fais en tout petit pour voir, je positionne un peu tout, et ensuite je fais un dessin un peu plus détaillé, et là je peux l'envoyer à mon éditrice Là, on est en train de ou passer d'autres. justement les crayonnés, Ah l'évolution de ton bah, travail que tu nous as fait suivre. et ensuite je fais un crayonné. En fait, le truc en tout petit, il ressemble à rien, mais très vite, je passe à un truc assez détaillé. Pour moi, pour moi, c'est nécessaire de voir très vite à quoi ça va ressembler en fait. Et mais des fois, j'arrive pas. Il y a une case que j'arrive pas, et du coup, je vais la refaire plein de fois. Donc ça dépend, mais normalement, on va dire une page, je vais la dessiner 2 fois. Une fois en petit, une fois bah non, 3 fois. Une fois en petit, une fois un peu plus détaillé et le crayonné, donc au moins 3 fois. Puis des fois, c'est beaucoup plus. Il y a des pages, il y a des cases, j'arrivais pas, je les ai refait plein de fois. Mais voilà. Je vous dirai pas lesquelles, comme ça, vous chercherez pas.
Et du coup, il t'a fallu combien de temps pour écrire et dessiner la BD Elia? Bah, en fait, j'ai tout écrit avant de démarcher, mais l'histoire a été modifiée, mais tant mieux, hein, parce que le rythme n'était pas très bon. Mais j'ai écrit tout une première fois. En fait, ouais, là, en réfléchissant, je sais plus à quel moment j'ai démarché au zoo, mais avant ça, j'avais ouais, passé quelques mois à chercher un éditeur. Mais en tout cas, à partir du moment où j'ai signé et à partir du moment où j'étais vraiment attelée à cet album, les délais étaient courts parce que la sortie de Migali était déjà programmée, donc moi, ils m'avaient calé en même temps. Donc en fait, c'était assez serré, hein. J'ai eu très peu de temps pour bosser Pression. dessus. Ouais, ouais, c'était un peu la pression. Mais en même temps, ouais, ça avait l'air d'être possible. Donc j'ai tenté. C'était possible, mais c'était speed, quoi. J'ai vraiment pas regretté d'avoir tout écrit avant. Enfin, vraiment, ça m'a fait gagner beaucoup de temps d'avoir au moins un pitch en brouillon, quoi. Mais vraiment, sans délai, normalement, je mets au moins 9 mois, je pense. Mais là, le délai était très court. J'ai mis 6 mois à tout faire. C'était speed, quoi. C'était super speed. Mais heureusement, mon éditrice était très réactive, donc on échangeait très vite. Ouais, ça a avancé très très vite. Parce qu'elle aussi, elle voyait le délai arriver. Moi, je m'étais fait un calendrier. À partir de tel mois, il faut que j'ai terminé. En fait, c'était ça. J'avais des trucs pour être en avance, mais j'étais jamais en avance. J'étais toujours pile poil. Alors que moi, j'aime bien être en avance. J'arrivais pas du tout. Mais bon. Ouais, vaut mieux être pile poil qu'en retard. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Là, j'étais pile poil. Pour les enfants de l'été, j'avais été en retard. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, mais c'est différent. C'était un autre rythme de travail. Marie, Ouais, c'est bon. c'est bon. Et tiens, moi j'ai une question. Elia, pourquoi Elia? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un petit truc derrière le choix du prénom de l'héroïne? Et ben, on me pose souvent la question, et alors il me semble, mais en fait, je sais plus. En fait, moi, des fois, il y a des prénoms que j'adore et je les garde en mémoire. C'est comme Léo, je trouve que c'est un prénom garçon qui est super mignon. Et bref, je m'étais toujours dit que je le garderais pour un personnage, et du coup, bah, c'est devenu Léo dans Elia et ses tribus. Et pareil, Elia, j'ai dû entendre ça, mais pas Elia même, enfin un prénom qui ressemblait, et je Mhm. l'ai gardé en mémoire. Mais je saurais pas dire d'où. Je sais plus d'où ça vient. Mais moi, je garde un peu des prénoms comme ça en tête Ouais, que j'aime bien, que j'affectionne, et je me dis que je m'en servirai toujours pour des personnages. Voilà. d'accord. Et moi, le truc que j'aime bien aussi à la fin de l'album, c'est que enfin, après la bande dessinée, il y a des explications autour des animaux que l'on retrouve, enfin, de l'histoire, voilà. C'était quelque chose qui était prévu à la base, ou est-ce que c'est l'éditeur qui t'a demandé, enfin, est-ce que c'est l'éditeur qui t'a demandé, ou est-ce que c'était un choix de ta part, une envie d'expliquer un peu plus le contexte historique, entre guillemets, de ton album? Euh, sincèrement, je sais plus si c'était mon idée ou la sienne, mais en tout cas, moi, je voulais enfin, j'avais vraiment envie qu'on fasse un carnet, au moins avec les animaux. Et je sais plus si c'est mon éditrice qui me l'a dit en première ou quoi, mais en tout cas, c'est quelque chose que je voulais. Et en tout cas, si elle me l'a proposé, j'ai tout de suite dit oui. Mhm. Oui, on fait ça. Enfin, et, euh, et non, non, j'étais super contente qu'on fasse ça parce que pour le coup, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, moi, gamine, j'adorais la préhistoire. J'avais déjà plein de bouquins sur la préhistoire, et c'est vraiment le genre de BD que j'aurais adoré. Enfin, je pense lire vraiment une histoire par rapport à une période que j'adore, et en plus à la fin on a des explications. Enfin, moi c'est un truc que je trouve chouette, et bien sûr on a voulu faire un truc hyper ludique et pas lourd, quoi. Enfin, Mhm.
on a mis plein de petites illustrations. Des petits Du jeux. coup, j'ai fait des. Ouais, voilà, oui, à la fin, j'avais proposé ça, qu'on mette tous les animaux et qu'ensuite on puisse les chercher dans l'album. Comme ça, en plus, ils ont tous les noms très compliqués des animaux en dessous de chaque bestiole à chercher. Non, ça, je trouve ça cool. Je sais plus qui a eu cette idée, mais j'ai trouvé ça trop bien. Voilà. Bah, merci à la personne qui a eu cette idée alors. Merci sais, à toi de les avoir illustrés. Et, et du coup, tu disais tout à l'heure, une des dernières questions, donc n'hésitez pas si vous en avez encore quelques-unes à les transmettre à Marine. Toi qui adores les animaux, est-ce qu'on peut imaginer une série ou un album 100% animalier quoi, à l'avenir? C'est quelque chose qui te botterait? J'y ai pas du tout pensé. Non, c'est vrai que j'y ai pas pensé. En fait, moi, j'essaie toujours de mettre des animaux dans mes récits quand c'est possible. Bah là, avec cette histoire, c'était vraiment l'occasion. Mais même dans Les Enfants de l'été, j'ai réussi à mettre des animaux avec les enfants dans les sorties en ferme pédagogique ou dans les parcs. Mais j'ai jamais pensé à faire vraiment un récit que avec des animaux. Ça pourrait être sympa. Ouais, j'y avais pas pensé, c'est vrai. Voilà. Ce soir, 2 avril 2021, peut-être une idée. Voilà. Marine, je crois que tu as quelque chose à nous Ouais, confier. une autre question, toujours sur les animaux, du coup, sur le fait qu'il n'y a pas de tigre à dents de sabre. Est-ce que c'est un choix Ah non, mais délibéré? attends, ouais, il y a le tome 2. Il y a le tome 2, peut-être que. Faut pas tout dévoiler. Et en fait, c'est vrai, ouais. J'ai fait exprès de pas mettre de tigre à dents de sabre parce que c'était un peu le méchant trop facile. Enfin, c'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais en fait, c'est toujours un peu le méchant qu'on voit dans tous les récits avec de la préhistoire. Par exemple, j'adore l'âge de glace, mais dès le premier film, on voit des tigres à dents de sabre. Pareil, dans Rahan, il y a que des tigres à dents de sabre tout le Ouais. temps. Et je me suis dit, ça serait bien en fait de chercher d'autres méchants. Et en fait, moi, quand j'étais gamine, comme je l'ai dit tout à l'heure, je lisais déjà plein de magazines, plein de trucs sur les animaux préhistoriques. Et j'avais lu un article sur des gros oiseaux carnivores et j'ai trouvé ça hyper effrayant. Et je me suis dit, mais ça, c'est horrible, ça fait beaucoup plus peur qu'un lion. Et du coup, je me suis dit que ouais, j'allais utiliser ces animaux-là et je trouvais que c'était. Enfin, je trouvais ça hyper intéressant de se dire que, du coup, je vais un peu spoiler l'histoire, mais que du coup, bien avant nous, du coup, les chevaux étaient tout petits et qu'ils se faisaient manger par des énormes oiseaux. Je trouve ça fou. Ouais. Et même quand j'avais proposé le projet à mon éditrice, au début, elle me croyait pas. Quand elle avait lu l'histoire, elle me fait mais les chevaux, c'est possible. Ah ouais, Elle on avait en a. regardé, elle était là, mais c'est incroyable en fait, c'était tout petit, ça se faisait Moi, manger j'y par croyais des pas non oiseaux. plus, hein. J'y Ah, c'est croyais pas vrai, non plus. Je ne savais pas, je ne savais pas. Et si, et du coup, j'étais contente d'apprendre ça à tout le monde, que non, les chevaux, l'ancêtre des chevaux faisait 20 cm de haut, et les oiseaux, des oiseaux faisaient 2 mètres et mangeaient les chevaux, quoi. Et je trouve que c'est fou, en fait, que l'évolution ait complètement inversé les choses, et que maintenant, les oiseaux qui sont grands sont pas du tout carnivores comme avant, quoi. Enfin, ça a complètement changé. Et en fait, moi j'avais envie en fait par le biais de cette BD qu'on découvre aussi des animaux qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Enfin, en tout cas, moi personnellement, sur mon expérience de personne qui aime bien la préhistoire et qui regarde des trucs sur la préhistoire, j'avais l'impression que c'était toujours un peu les mêmes méchants. Et j'avais envie en fait de parler d'animaux qu'on n'avait pas l'habitude, donc ces gros oiseaux-là, et même le Yénodon, quoi, qui est Léo. Je trouvais ça chouette de parler d'un animal qui est complètement inconnu en fait. Moi j'en avais quand j'ai commencé à faire mes recherches à la base, je le voyais apparaître nulle part ce carnivore-là, mais parce qu'il a complètement disparu en fait. Ouais. Il a pas de descendants en fait. Il a pas de. En fait, son évolution s'est stoppée. Donc on a aucune trace de
d'être de cet animal maintenant à notre époque. Et je trouvais ça intéressant justement d'utiliser cet animal du coup qui justement n'a pas évolué du tout en même temps que nous. Il pour fait un peu justement gros parler chat quand même. d'évolution, quoi. Ouais, voilà. Du coup, c'est intéressant parce que j'ai regardé tout ce qui était squelette de Yénodon, etc. Et toutes les représentations. Mais en fait, il y a plein de représentations différentes. Du coup, je me suis vraiment permise, parce que du coup, dans le carnet, il y a je l'ai dessiné comme, enfin, de manière plus naturelle, on va dire, et donc il fait un peu peur. Il a une très grosse tête et c'est vraiment une grosse bestiole effrayante. Mais après, c'est mon interprétation personnelle. Encore une fois, je ne suis pas scientifique, mais je me suis un peu basée sur ce qu'il y avait. Oui, voilà, on voit un peu. Je sais, il est un peu plié avec la Avec la pliure, mais page, ouais, ouais. c'est ça. Un très gros. C'est un espèce de loup avec une très grosse tête Ah, il et fait des peut-être même un pattes un petit peu peu courtes. hyène, tu vois. C'est ça. En fait, c'est pour ça qu'on l'appelle le Yénodon, mais c'est pas du tout un ancêtre des hyènes, par contre. C'est D'accord. pas. Ça n'a rien à voir. C'est une autre famille qui a disparu, D'accord. malheureusement pour. Marine, une dernière question peut-être avant de conclure? Je n'ai pas de Non. dernière question à part les questions qui me demandaient quels étaient les autres projets et le futur et tout ça, mais On en a parlé tout à l'heure. Ouais. voilà. Ouais. Donc, Ouais, j'ai des projets, mais j'ai toujours peur que ça me porte malheur, donc j'en parle jamais. Avant que ce soit sûr. Mais je dis jamais rien. d'accord. Et ben, en tout cas, demain, Saint-Brieuc, hein, à quelle Ouais. heure du coup? De 14h à 18h. Voilà, allez voir Milena si vous êtes dans le secteur. Voilà, à la librairie BD Ouest à Saint-Brieuc. Une Voilà. très chouette librairie, avec des libraires très gentils. Ben, Milena, merci pour cette entrevue, cette petite heure passée avec toi. Merci Marine de m'avoir accompagné aussi et d'avoir relayé les questions de nos auditeurs. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était très chouette. Pardon. Voilà. Bon. Milena était stressée, mais je pense que ça va. Ça s'est bien passé. Voilà. Ah, le prochain plateau de télé, ça devrait Oh là là, ça oh va là le là. faire. Je pense que j'ai toujours du mal. Hein, Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à retrouver la vidéo en replay sur notre chaîne YouTube. Et puis bah vous abonner hein, pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bonne soirée et à bientôt. Et